Amis de la résistance, bonsoir. Il fait chaud, hein? Il fait chaud, résistons. Résistons à la chaleur. Il n'y a plus de saison. Ils nous ont détraqué le temps avec leur bombe atomique. Oh, mon pauvre monsieur, c'est bien triste. Voilà, c'est la fin de notre journal. Non, parce que vous savez que ça devient difficile de faire un journal sur la radio maintenant, parce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel surveille l'égalité des candidats devant les médias. Alors, il y a des trucs qu'on n'a pas le droit de faire. C'est extrêmement compliqué. C'est presque aussi compliqué que de gagner au millionnaire. Ça existe encore, le millionnaire? Je les vois plus à la télé. Le million, on les voit plus. Faut dire que je regarde plus la télé, c'est peut-être pour ça. Donc, on est obligé de faire un peu au pif, quoi. On essaye de respecter la loi, mais elle est compliquée, hein. Parce que heureusement que je suis pas candidat, par exemple. Je suis candidat nulle part. Parce qu'autrement, je devrais m'abstenir de paraître à l'antenne ou de m'exprimer sur les ondes dans l'exercice de ma fonction à compter de l'ouverture de la campagne officielle et jusqu'au dimanche 11 mars 2001 ou dimanche 18 mars 2001 en cas de présence au second tour de scrutin. Oui, mais comme vous n'êtes pas candidat, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ah. Oui, absolument. Les services de communication audiovisuelle veilleront à ce que l'utilisation qui pourrait être faite d'archives audiovisuelles... Alors, vous savez que ça, par exemple, ils vont surveiller, le CSA va surveiller. Il faut savoir que rien qu'à Paris, il y a 54 radios qui émettent 24 heures sur 24. Donc, ça va durer 15 jours, hein, parce que c'est toute la campagne, entre les deux tours, etc. Donc, 54 radios pendant 24 heures, ça fait 5400 heures divisé par 4, ça doit nous faire quelque chose comme 1400 heures à peu près, par jour, pendant 15 jours. Hein, c'est ça, je dis pas de bêtises. Hein. Ça nous fait donc du 21 000 heures d'émission qu'il va falloir surveiller. Rien que pour les radios libres. À quoi il faut ajouter les radios commerciales et les radios de la propagande officielle d'État. Donc ça fait au moins 30 000 heures. À quoi il faut rajouter toutes les chaînes de télévision. Des chaînes de télévision à l'heure actuelle, sur le câble, il doit y en avoir à peu près une 50aine. Je crois qu'on doit facilement arriver à 100 000 heures d'écoute pour 15 jours. Je sais pas combien ils sont, c'est ça. Mais les journées, comme ils travaillent 8 heures par jour, 100 000 heures, ça fait, il faut 10 000 personnes pour écouter 100 000 heures. Hein, je ne sais pas, mais... En gros, un peu plus. Ils n'ont pas écouté beaucoup, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, à la télé, moi, j'ai pas vu beaucoup Monsieur Maigret, c'est très dangereux M. de manipuler tous ces chiffres. Non, mais voilà, c'est ça. Il faut, pratiquement, ça veut dire que pour écouter les 15 jours d'émission à jet continu, parce qu'il n'y a pas de raison, vous pouvez regarder dans n'importe quelle émission, maintenant, vous avez un Séguin qui se glisse, ou un Delanoë, donc, il faut surveiller ce qu'il dit, il faut combien de temps il parle, combien de temps parle l'autre, et tout, c'est très compliqué. Ça nous fait quand même quelques dizaines de milliers de fonctionnaires qu'il va falloir mobiliser à plein temps pour écouter toutes les émissions, sans compter qu'ils vont s'endormir, bien sûr. Parce que le gars qui est obligé d'écouter le discours de Séguin, à mon avis, en 5 minutes, Séguin, c'est... Il n'est pas endormi. Hein, il n'est pas endormant, il n'est pas endormant. On a eu le très beau duo de raseurs sur Canal+, Séguin Delanoë. Oui, mais quand il parle à ses fidèles, il est plus pugnace, dirons-nous. Il dit n'importe quoi. C'est pour ça, mais c'est le charme de monsieur. On n'est pas là pour dire du mal de Séguin, on est là pour dire du bien de Le Gallou, c'est pas la même chose. Alors donc, Jean-Yves Le Gallou, bonsoir. Bonsoir. Je signale qu'il y a un autre invité dont je parlerai tout à l'heure, parce que on va faire la partie politique de l'émission, ensuite on fera une coupure, on ira prendre le thé, on ira, je sais pas ce qu'on fera, on fera une coupure longue, parce que notre autre invité ne peut pas être mêlé de près ou de loin à une émission aussi politique. Il va se sentir gêné, le malheureux. D'ailleurs, pour mieux entendre, il a mis le casque. D'ailleurs, il n'y a pas d'opinion politique. Donc c'est simple. Comme ça, voilà. Je vous dirai qui c'est tout à l'heure. Alors donc, avant de commencer, mon cher Jean-Yves Le Gallou, je voudrais vous poser une question, vous qui vous tenez au courant de l'actualité parisienne, et pour cause. Il y a un personnage de la vie parisienne qui a disparu depuis 1996. Il s'appelait Patrick Font. Est-ce que vous savez qui est Patrick Font ? Ben oui, il me semble me souvenir que c'est un humoriste, entre guillemets, de Charlie Hebdo, compromis dans une affaire de pédophilie. Moi, je dis de pédomanie. Voilà. Ou de pédomanie, oui, c'est juste, parce que l'expression pédophile est ambiguë. Donc, c'est un pédomane de gauche ou d'extrême gauche, un peu à la Cohn-Bendit, quoi. Ouais.
Alors cet homme-là, il a été, si je ne m'abuse, contrairement à ce que lui faisait aux petites filles, il a été condamné en 96 à 8 ans de prison. Sauf erreur de ma part, il devrait être encore en tôle. Je ne crois pas qu'il y soit encore. Il me semble qu'on l'a entendu parler. Non ? Voilà, où qu'est-il ? Dans les journaux. Non mais où qu'est-il ? Ce type qui a été condamné pour s'être livré à des voies de fait sur des petites filles, qui étaient ses élèves en plus. Donc il y avait l'argument... De l'autorité. C'est ça, du détenteur de l'autorité. Qu'est-ce qu'il fait à votre avis ? Eh bien, il donne un spectacle à Paris, dans un centre national d'art et d'essai. C'est-à-dire, autrement dit, une salle subventionnée, avec le fric des contribuables. Et il donne un spectacle satirique qui s'appelle... Alors, je vous donne le titre parce que c'est incroyable. Vous savez qu'on vit vraiment dans une société de fous furieux. Ce pédomane donne un spectacle qui s'appelle Patrick Font, cause, chante et pète. Dans un établissement subventionné que, chers amis parisiens, parisiennes, vous payez avec votre fric. C'est vous qui financez le fonctionnement de ce truc-là. C'est quand même... Hein, il y a de quoi se taper le derrière contre la suspension, non ? Marqué comme c'est un abo, pendant ce temps-là, il ne pourra pas le toucher. Enfin. Hein, voilà. C'est incroyable. Chaque jour qui passe nous apporte une nouvelle découverte. Donc c'est dire que Cohn-Bendit n'a pas beaucoup de soucis à se faire. Ah mais non, mais d'ailleurs, moi j'ai observé que sur un certain nombre de panneaux électoraux officiels de Monsieur Contasso et de ses amis, des Verts, on mettait le portrait de Monsieur Cohn-Bendit, qui apparemment est toujours considéré comme une valeur sûre pour les candidats écologistes, pour les candidats verts. Pourtant, sa clientèle habituelle n'est pas en âge de voter. Donc ça ne voit pas l'intérêt de l'opération. Vous savez qu'il avait fait une autre affiche. C'est drôle, très peu de gens savent ça apparemment. Il avait prévu, le directeur de campagne des Verts, enfin le directeur, le publicitaire chargé de la campagne des Verts, avait trouvé une idée très marrante, dans leur idée à eux, probablement pour piquer de l'électorat à Delanoë. Il avait décidé de faire poser côte à côte Cohn-Bendit, Voynet et Contasso. Alors, Cohn-Bendit devait être habillé d'une robe en lamé bleu. Contasso devait être habillé d'une robe bustier. Et Voynet devait être déguisé en baby-doll. Vous savez, baby-doll, c'est la première Lolita. Hein. Et alors, curieusement, au dernier moment, ils ont renoncé à coller les affiches. Je ne sais pas si elles ont été imprimées, mais elles n'ont pas été collées. Et quand on a demandé au responsable de la campagne des Verts pourquoi ils avaient renoncé à ça, il a dit parce que Dany a été extrêmement blessé par la campagne ignoble qui a été menée contre lui, parce que c'est nous qui sommes les ignobles dans l'histoire. C'est lui qui tripote, mais c'est nous qui sommes les salauds. Et donc, il a renoncé à faire de l'humour, parce que quand on est blessé, on n'a pas envie de faire de l'humour. Moi, à sa place, j'aurais même carrément renoncé à faire de la politique. Tant qu'à faire, il doit avoir d'autres... il fera probablement de la politique en Allemagne, puisque lui, son système, c'est les sauts de frontières. Un coup, je me fais élire en Allemagne, le coup d'après, en France, et après, je repars en Allemagne. Donc, à mon avis, là, on va apprendre bientôt qu'il repart sur Francfort. Alors qu'il y en a d'autres qui ont fait ça avant lui. Hein. Oui, sauf qu'il ne se faisait pas élire. Enfin, sans doute. Bien, alors, toutes ces choses nauséabondes étant évacuées, je voudrais, Jean-Yves Le Gallou, puisque vous êtes délégué général du mouvement national. Oui. Je ne vais pas arriver à dire le dernier mot. Oui, allez. Non, royaliste. Républicain, mouvement national républicain de Bruno Maigret. Quelle horreur, enfin, bon. Alors donc, en tant que tel, je voudrais que vous nous éclairiez un peu sur cette très étrange affaire de Poissy. Parce que moi, je lis un peu les journaux, j'écoute un peu la radio, alors j'ai appris qu'à Poissy, il y avait des gens du MNR qui étaient de mauvais démocrates et qui avaient fabriqué des fausses listes électorales en attirant sur la liste, par des artifices divers, des personnes âgées irresponsables majeures. Enfin, c'est en gros ce qu'on m'a expliqué. Voilà. Alors, vote, quand même. Si vous voulez, il faut savoir, c'est une... Le problème des listes nationales aux élections municipales est un problème que nous connaissons depuis maintenant 12 ans,
puisqu'il y avait eu des listes en 95 et en 89. Pour faire une liste aux élections municipales, il faut trouver, suivant la taille de la ville, 35, 40, 45, 50 noms de gens qui signent une déclaration de candidature et qui par là même acceptent que leur nom soit rendu public. Alors, en 89 et en 95, on avait rencontré un certain nombre de difficultés entre le moment où on constitue les dossiers de candidature et le dépôt de la candidature. C'est-à-dire que pour déposer une candidature, il faut apporter la déclaration de candidature du candidat, son attestation d'inscription sur les listes électorales et un certain nombre de documents administratifs. Et en 89 et en 95, on avait vu un certain nombre de maires qui ne voulaient pas avoir telle ou telle liste nationale dans leur ville, faire pression sur les candidats avant le dépôt des listes. C'est-à-dire, ils téléphonaient aux gens, ou ils faisaient téléphoner aux gens, monsieur, nous apprenons que vous allez être candidat sur cette liste, vous savez que c'est un petit peu ennuyeux pour votre nièce qui a un emploi municipal ou pour votre fille qui a demandé une place de crèche ou une dérogation à la carte scolaire ou pour votre maman qui a demandé une place de retraite. C'est-à-dire, le maire, l'appareil municipal exerçait une pression avant le dépôt de la liste. C'est le cas classique, ce qui fait qu'un certain nombre de listes n'ont pas pu se faire, notamment, et c'est assez intéressant, à Poissy en 1989, parce que le maire de Poissy, M. Masdeu-Arus, formé à l'école du Sac, Masdeu-Arus, formé à l'école du Sac, avait fait pression de cette manière, et la liste du Front National qu'à l'époque devait déposer M. Latigné, n'avait pas pu se déposer. Alors, là, cette année, on a eu une démarche différente, c'est-à-dire que la pression n'a pas été exercée avant le dépôt de la liste, mais après le dépôt de la liste. Et dans le cas de Poissy, on a eu une sorte d'enquête a posteriori menée par les services, un certain nombre de services municipaux, qui ont fait défiler la liste et qui ont vu sur la liste un certain nombre de gens dont ils savaient qu'ils étaient susceptibles par eux-mêmes ou par leur famille de subir des pressions. Et donc on a exercé ces pressions sur ces gens-là. On a monté l'affaire dans les médias, et là où l'affaire devient tout à fait nouvelle, c'est qu'on a fait intervenir la police et la justice dans cette affaire. Et c'est là qu'on change en quelque sorte, je serais tenté de dire, de régime politique. Parce que toute la liberté électorale telle qu'elle a été construite, le choix des électeurs suppose qu'il y ait une certaine liberté. Et suppose que la justice et la police se tiennent à l'écart du processus électoral. Bon, c'est vrai qu'il y a certains pays où la police est au cœur du processus électoral, en Corée du Nord par exemple, ou au Zaïre, ou dans la Roumanie de Ceausescu. La police est au cœur du processus électoral. Mais dans un pays qui se veut respectueux des libertés politiques, la police et la justice sont en dehors du processus électoral. Eh bien, à Poissy, on a fait rentrer la police et la justice dans le processus électoral. Elles sont en dehors par la volonté du législateur, dans le cadre de l'application stricte du code électoral. Alors, le code électoral réprime, comme c'est normal, ce qu'on appelle les pressions, les menaces, les manœuvres. C'est les articles L106, L107, L108 du code électoral. Mais il prévoit que les poursuites contre les candidats, les poursuites éventuelles, ne peuvent être organisées qu'après la proclamation du résultat, de façon à ce que le juge et le policier se tiennent en dehors du processus électoral. Et à Poissy, c'est cette règle fondamentale qui a été oubliée, ce qui fait qu'aujourd'hui, le procureur adjoint qui s'est occupé de cette affaire, de même que le commissaire de police de Poissy et un certain nombre d'officiers de police de Poissy sont
poursuivis. Vous avez les noms de ces gens ? Sont poursuivis par nous et par Maître Delcroix. Ils sont poursuivis pour forfaiture. Voilà. Alors, il y a des... Oui, en ce qui concerne le commissaire et les officiers de police, il y a notamment Monsieur Degas et Monsieur Nols qui sont poursuivis. Et je crois que pour le parquet, sauf erreur de ma part, c'est une dame qui doit s'appeler Madame Moreau. Nous avons déposé plainte. Monsieur Mosnier, notre candidat à Poissy, qui a été gardé à vue pendant 48 heures. Alors que vous savez que dans l'affaire de la Défense, où 300 jeunes issus de Poissy, des Mureaux, de Chanteloup-les-Vignes, ont déboulé et ont mis à sac le premier centre commercial de la région parisienne, il n'y a pas eu une seule heure de garde à vue pour une seule personne. Et bien là, ils ont mis en garde à vue 2 de nos candidats, notamment M. Mosnier, notre tête de liste à Poissy, pendant 48 heures, pour des faits tout à fait contestables, même s'ils étaient avérés, relèveraient de poursuites éventuelles après le résultat. Le point de départ est d'ailleurs totalement extravagant parce que le point de départ de toute l'histoire, si j'ai bien compris, c'est que un adjoint au maire, pas un adjoint au maire, un élu de Poissy qui s'appelle Monsieur Monnier, M-O-2-N-I-E-R, a porté plainte contre la tête de liste MNR qui s'appelle Monsieur Mosnier, M-O-S-N-I-E-R, pour usurpation d'identité. C'est quand même assez faramineux. C'est tout à fait. Bon, moi, l'avantage, ça risque pas de m'arriver. Mais... Ce qui est faramineux, si vous voulez, c'est qu'ensuite, la police a démarché plus de 20 personnes en disant vous êtes bien sûr que vous êtes sur la liste du MNR, vous êtes bien sûr que ne voulez pas vous rétracter. C'est-à-dire qu'on est un peu dans le système... Ils ont envoyé des policiers pour dire aux gens vous devriez quand même... on est un peu dans le système où la GPU frappe à votre porte. Bonjour monsieur, GPU, est-ce bien vous qui êtes sur la liste concurrente du Parti communiste de l'Union soviétique ? Et est-ce que vous êtes bien sûr de ne pas vouloir vous rétracter ? C'est un petit peu la logique qu'on a vue à Poissy. Alors, si vous voulez, c'est une affaire, évidemment, qui va se retourner contre ses auteurs, car nous avons le témoignage de personnes qui ont été démarchées et qui disent, ben voilà, on est venu me démarcher, on s'est présenté... Des policiers sont venus chez moi pour me demander... Chez moi m'ont montré des cartes et m'ont dit, voilà, est-ce que vous voulez pas vous rétracter ? Est-ce que vous êtes bien sûr que vous étiez d'accord pour signer, etc. Alors ce qui est absolument... C'est extravagant. Ce qui est absolument extravagant. Mais ce qui est extravagant, si vous voulez, dans cette affaire, parce qu'il y a eu d'autres tentatives du même genre dans d'autres endroits, ce qui est extravagant, c'est à la fois l'ignorance juridique, notamment du parquet, car ceux qui sont quand même à la manœuvre, ce sont les agents du parquet, l'ignorance juridique, et au-delà de l'ignorance juridique, parce qu'après tout, qu'un juge ignore le code électoral, ça peut se comprendre, puisque le code électoral, le contentieux électoral, il domaine des tribunaux administratifs, et pas des tribunaux judiciaires. Mais surtout, c'est le manque de culture politique. C'est-à-dire, le manque de culture politique aussi, c'est vrai, de la classe journalistique qui a relayé l'information, puisque le minimum de culture politique apprend que, en ce qui concerne la conception qu'on a en France des libertés publiques, ou même, je vais employer un mot qui va pas vous plaire, Serge, mais qui est pourtant souvent utilisé par les autres, les valeurs républicaines, on sépare le politique du judiciaire et on ne fait pas intervenir le judiciaire et le policier dans le processus électoral. Mais vous voyez bien que les valeurs républicaines, voilà à quoi ça conduit. Moi, j'ai un journaliste qui m'a dit, à un moment, écoutez, on en a parlé, bien sûr, mais vous comprenez, c'est pas habituel qu'un candidat soit mis en garde à vue. Ben non, c'est pas habituel qu'un candidat soit mis en garde à vue, puisque justement, la loi exclut qu'on mette un candidat en garde à vue pour des manœuvres, entre guillemets, des supposées manœuvres électorales. C'est exclu par la loi. Bon, bien sûr, si le candidat égorge sa femme ou fait sauter une banque, on va le mettre en garde à vue. Mais c'est pour une action qui n'aura pas de relation avec la campagne électorale. Mais pour une action de campagne électorale,
on ne met pas en garde à vue. C'est très explicitement exclu par le code électoral. Et là, en plus, il y a une volonté très, très nette de la part de la police, qui obéit aux ordres, bien entendu, d'en faire un spectacle, de médiatiser l'affaire. Parce que, par exemple, quand la dame qui a aidé Monsieur Monnier à constituer ses listes, qui est allée voir les gens pour leur demander s'ils voulaient être candidats, etc. Quand elle a été arrêtée, elle a été menottée. C'est tout à fait extraordinaire. On lui a attaché. C'est une femme. C'est une mère de famille. Mère de famille qui a un casier judiciaire transparent. On peut pas imaginer qu'elle va se jeter à la gorge du poulet pour l'égorger. Et on lui a attaché les mains dans le dos avec des menottes. Et quand elle est arrivée au commissariat, ça c'est elle qui le raconte, elle a vu que au commissariat, c'était journée porte ouverte. Et le commissariat était plein de gamins d'une dizaine d'années qui regardaient les poulets, qui regardaient les képis, qui étaient tout... Et alors quand elle a vu ça, elle s'est vue arriver avec les mains attachées dans le dos devant ses enfants, et elle a dit au policier qui la conduisait, on peut pas passer par un autre endroit. Et le flic lui a répondu, non, on passerait par là, tout ce que vous pouvez espérer, c'est qu'il n'y en aura pas un pour vous reconnaître. Elle était soupçonnée à ce moment-là d'avoir inscrit des gens sur une liste électorale sans l'accord entendu de ces gens. Ah oui, ce qui est tout à fait ce qu'elle récuse catégoriquement. Les documents qui ont été signés, ils portent en très gros. J'en ai là, évidemment, vous me direz, c'est pas très spectaculaire. À la radio, c'est pas très spectaculaire. Marqué, je l'ai montré à une chaîne de télévision. Ils l'ont pas. Mais ce passage-là n'est pas passé. Ah tiens, c'est c'est sans doute une erreur au montage. Puis c'est d'ailleurs assez amusant parce que le montage, on coupe. Juste le plan, on voit la feuille partir. Le plan est coupé vraiment là où il fallait. Bon, donc c'est en très gros déclaration de candidature, donc il n'y a pas du tout d'ambiguïté. Alors je dois dire qu'il y a d'ailleurs derrière ça autre chose qui est extraordinaire, parce que il faut bien le dire, une certaine forme de racisme anti-vieux. Hein, oui, c'est-à-dire que ils sont même allés voir quand même des gens de 60 ans en disant ce qui nous a paru suspect, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes âgées sur cette liste, et donc en France on est électeur et éligible à partir de 18 ans et jusqu'à sa mort, hein. Et je dois dire, il y a des gens de 60 ans, 70 ans, 80 ans et même 90 ans qui ont encore, et même 95 ans, qui ont encore toute leur tête. Enfin, c'est absolument faramineux cette affaire. Ouais. Hein, mais ça prouve quoi ? Ça prouve que deux choses. Un, que nous gênons, que le mouvement national républicain gêne, que la présence du courant national gêne, et qu'il gêne d'autant plus qu'il y a un certain nombre de maires ou de procureurs qui croyaient que tout ça c'était fini, qu'ils en étaient débarrassés. Oui, donc ça gêne. Je crois que c'est et ça l'autre qui s'est passé. aspect, c'est que progressivement, on perd les repères et il y a une dérive judiciaire qui amène les juges à rentrer dans le processus électoral. Il y a un autre jugement aussi extraordinaire, qui est celui qui a frappé Catherine Maigret à Vitrolles. Je ne parle pas là de la prime de l'essence, mais elle avait publié un tract dans lequel il y avait son programme. Et dans son programme, il y avait notamment un certain nombre de choses qui concernaient la préférence nationale et l'immigration. Et les juges ont dit à Catherine Maigret, vous ne pouvez plus distribuer ce tract, sauf à mettre dessus le tribunal d'Aix-en-Provence prévient que ce tract contient des propos contraires à la loi. Bon, ça c'est déjà absolument extraordinaire. Mais le propos contraire à la loi, c'est application de la préférence nationale, hein, c'est ça. Absolument. Mais ce qui est le plus extraordinaire, c'est qu'ils disent et le tribunal ordonne que cette inscription figure sur tout autre tract qui traitera du programme de Madame Maigret. C'est-à-dire que le tribunal ne se contente pas de faire figurer un avis du genre nuit gravement à la santé comme sur les paquets de cigarettes sur un tract qu'il a vu. Il présume par avance que les tracts qui vont être faits après doivent aussi sont susceptibles C'est-à-dire que si Catherine Maigret dit il faut ouvrir une bretelle de contournement de la ville de Vitrolles, il faut qu'elle applique la mention. Alors, le tribunal c'est totalement ça. Le rôle des juges n'est évidemment pas de rédiger des tracts. Non mais si les juges veulent être candidats à des élections, pourquoi pas? Bon, il y en a d'ailleurs qui sont candidats. Bon, c'est ce qu'on dit, le pouvoir rend fou, le pouvoir absolu rend fou, absolument. Mais
On voit d'ailleurs là, derrière là, une dérive importante. C'est qu'au fond, on a vécu pendant quand même très longtemps avec une magistrature qui contrôlait la police, mais qui était elle-même relativement autonome. Et d'un certain point de vue, l'existence de ces deux pôles assurait en même un certain équilibre. Aujourd'hui, la police tente à être très assujettis à la justice, et par conséquent, on a perdu un peu d'équilibre. Mais on a des juges qui, pour beaucoup d'entre eux, pas pour tous bien sûr, mais qui pour beaucoup d'entre eux ont complètement disjoncté. Vous avez raison, le pouvoir absolu. C'est sûr. Il se passe autre chose, c'est que même Catherine Ney s'en est aperçue, c'est donc que c'est vraiment très visible. On est entré dans un régime de parti unique, parce qu'à l'heure actuelle, dans quelle situation on est ? On est dans une situation où le Premier ministre est socialiste. La majorité à l'Assemblée nationale est socialiste. Le pouvoir syndical est entre les mains des marxistes, socialistes et communistes. Le pouvoir médiatique est entre les mains des marxistes, socialistes, communistes ou apparentés. La télévision est entièrement à leur dévotion. La presse, l'édition, c'est pareil. Les radios, c'est la même chose. Les radios, sur 54 radios libres à Paris, il y en a 53 qui sont des radios de gauche. Absolument. Même si on écoute, ce qui est prodigieux, on écoute une radio comme, je crois que ça s'appelle BFM, qui est vraiment la radio du fric, la radio capitaliste. Ils ne parlent que de fric. Mais dès qu'ils arrêtent de parler de fric, ils balancent des messages de gauche, des messages immigrationnistes, des messages, enfin, c'est incroyable. C'est-à-dire, alors l'argent est à gauche, comme disait je sais plus qui, à force de le mettre à gauche, il a fini par y rester. Eh bien, et maintenant, la magistrature, tous ces petits juges toqués sortent directement de l'école de la magistrature. Ils sont à 90% au syndicat de la magistrature. Ceux qui sont à l'association professionnelle des magistrats, c'est-à-dire qui sont pas de gauche, font l'objet de campagnes de diffamation, d'intimidation, de calomnie constantes où on dit c'est des terroristes, c'est des antisémites, c'est des voyous. Et on arrive à une véritable folie dans le politiquement correct, au point que je lisais hier, je crois que c'est dans Le Monde, il y a eu la critique d'un livre d'une femme, on sort un peu du sujet, mais vous allez voir, pour qu'on y reste quand même, une dame qui a écrit un livre dans lequel elle se prononce, elle parle de ses aventures amoureuses. Et la critique dit, elle parle de ses aventures amoureuses hétérosexuel, avec un tel enthousiasme et une telle détermination qu'on ne peut pas se retenir d'y voir une certaine forme d'homophobie. C'est même plus de dire du mal des homosexuels qui est grave. C'est de ne pas en dire du bien. Pas en dire du bien. Il y a ceux-là, les homosexuels, puis il y a une autre catégorie d'individus, je ne sais plus lesquels, mais qui sont un peu dans la même situation. Ça suffit pas de ne pas en dire du mal, il faut en plus en dire du bien. Et alors les socialistes, c'est pareil maintenant. Ils ont un pouvoir absolu. Alors Catherine Ney a découvert qu'on était dans le système du parti unique. Et là, on est exactement dans l'économie du parti unique, c'est-à-dire le parti donne des ordres, et le parti, c'est pas le parti socialiste, c'est la nébuleuse de la vente des cadres, puisque à Poissy, c'est un RPR. Oui, tout à fait. Oui. Ah ben, c'est assez intéressant Poissy, parce que il y a la connexion entre un maire RPR et une magistrature. On connaît le parquet de Versailles. Le parquet de Versailles s'est illustré dans le combat antinational. Brillamment. C'est lui qui a condamné Le Pen, c'est lui qui a condamné Le Caillon, c'est lui qui a condamné beaucoup de Madame Martinez, c'est lui qui a condamné, qui poursuit de manière très très régulière les nationaux. Et là, il a saisi l'occasion d'une affaire qui lui a été apportée en quelque sorte sur un plateau par le maire RPR de Poissy. Oui, un auditeur nous dit que Solzhenitsyn avait dit il y a quelques années, lors d'une visite en France, « Je sors d'un enfer qui sera le vôtre demain ». Et je crois que j'ai déjà dit à ce micro, j'ai un ami russe, naturalisé français depuis une dizaine d'années, qui m'a téléphoné l'autre jour. Il m'a dit, écoute, moi, il a 60 ans. Il a donc connu la période stalinienne. Il était tout jeune garçon, mais il a connu la période stalinienne. Il avait, disons, une dizaine d'années, 10-11 ans. Et il me dit, je te le dis avec tranquillité, que ce que je vois en France en ce moment, c'est pire que ce que j'ai connu de la période stalinienne. Alors c'est vrai qu'on n'envoie pas encore les gens au goulag, mais il y a une espèce de goulag individuel. C'est la pression la pression idéologique est plus forte que ce qui était en Union soviétique. C'est les progrès
j'allais dire, les progrès de la technologie. Avant, on mettait les fous sous camisole. Maintenant, on les met sous camisole chimique. Avant, on mettait les dissidents au goulag. Maintenant, on les installe devant la télé. On leur met la camisole médiatique. Ouais, c'est ça. Voilà. Et alors c'est plus doux, c'est vrai, d'un certain point de vue. Mais le résultat est le même. Et puis c'est vrai qu'on pense, on se souvient de la formule de Marchais. Monsieur Marchais, quand vous serez au pouvoir, quand le Parti communiste sera au pouvoir, est-ce que Solzhenitsyn pourra éditer ses livres? Oui, s'il trouve un éditeur. Eh bien, aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire des listes contre les listes du PS ou contre les listes du RPR? Oui, si on trouve des candidats. Et si ces candidats ne subissent pas des pressions trop jeunes, il ne faut pas qu'ils soient trop vieux, parce que s'ils sont trop vieux, ils sont réputés gâteurs. Il ne faut pas qu'ils aient un parent qui soit employé municipal ou qu'ils aient des enfants en âge d'aller à la crèche. Ou qu'ils aient des enfants à l'école, parce que évidemment le fils, il y a la dérogation à la carte scolaire. Le fils Le Gallou à l'école communale, ça doit pas être rigolo tous les jours. Ils ont bien, les fils Le Gallou ont fort bien survécu ce genre de choses. J'étais plus prudent, je les ai mis chez les curés. Encore que je pourrais en dire, enfin. Mais c'est vrai que ça devient extrêmement difficile à vivre. C'est vrai que ça devient très très compliqué. Oui, encore que si vous voulez, si on résiste un peu dans sa tête. C'est pas si difficile que ça. Hein. Non, il faut rire. Et voyez, dans l'exemple de Poissy, ils ont démarché près de 25 personnes. Il y en a quand même les 2/3 qui n'ont pas cédé. Et dans les 2/3 qui n'ont pas cédé, il y en a qui témoignent de ce qu'ils ont subi. Donc c'est quand même, faut pas non plus désespérer. Ce sont des cas de résistance individuelle. Il faut combattre. Ce sont des cas de résistance individuelle. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ce qui est quand même extraordinaire dans cette affaire-là, comme dans d'autres affaires qui peuvent être comparables. C'est qu'on est accusé de pression sur des citoyens et sur des électeurs, alors que ce sont nos accusateurs qui ont eux-mêmes procédé à ces pressions, justement, et qui ont évidemment des moyens de pression, parce que quels moyens de pression on a, nous? Nous, on n'a aucun moyen de pression. On n'est pas au pouvoir. On va pas dire aux gens, venez sur nos listes, vous allez avoir des logements, vous allez avoir des avantages municipaux, etc. C'est pas nous qui avons des pressions. Nous, on leur dit, voilà, si vous voulez que vos idées soient représentées, on a besoin de votre nom. On a besoin que vous soyez candidat. Voilà, ça, on essaye de les convaincre de ça. Et les autres, par contre, peuvent leur dire, mais attention, si vous allez là, attention à l'emploi, attention à la place de crèche, attention, les municipalités, vous savez, elles vous prennent du berceau jusqu'à la tombe, hein. C'est ça Là, il y a une espèce de. C'est la commune providence. Hein. Oui, en plus, il se passe un phénomène qui est général maintenant en France, c'est que il y a des strates, c'est-à-dire qu'il y a une couche politique en quelque sorte. Mais la maintenance ou la permanence des pressions, elle est assurée par la couche administrative qui, elle, ne change pas. Parce qu'on n'est pas dans le système américain où quand le responsable politique change, toute l'administration change avec lui. En France, le maire change, mais tous les services sociaux, tous les services de la mairie restent les mêmes. Si bien que le brave citoyen... Objectivement, ça a été un des grands problèmes de Vitrolles. Et de Toulon. De Toulon, c'est d'hériter d'un appareil municipal d'abord pléthorique, et quand même très clientélisé par le pouvoir un peu mafieux à Toulon et hyper socialiste à Vitrolles. Hein. Vous me disiez au micro que c'était quand même la campagne la plus difficile que vous aviez connue depuis longtemps. Cette campagne-là. Oui, parce que je veux dire, objectivement, c'est la première fois qu'on voit ce type de pression a posteriori sur les candidats. Ça, on n'avait pas vu ça. On avait vu des pressions a priori. Donc qu'on pensait pouvoir régler. C'est la première fois qu'on voit des pressions a posteriori. Et puis, si vous voulez, alors là, du point de vue du mouvement national républicain, nous sommes quand même extrêmement présents, puisqu'on est présent dans 1318 cantons. C'est-à-dire plus de 70% des cantons, et on est présent dans 396 communes. Et vous avez annoncé 400, c'est quand même, c'est pas mal. À un poil près, on a tenu l'objectif, avec des moyens financiers et humains, évidemment quand même très 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 limités, parce que nous sommes les seuls, c'est simple. Nous sommes les seuls
à être aussi présents sur le territoire sans subvention publique. Puisque les autres formations ont des subventions publiques, ce qui assure quand même, ma foi, des facilités. Vous avez obtenu des prêts bancaires ? Non, on n'a pas obtenu de prêts bancaires pour le mouvement, mais il y a un certain nombre de candidats qui ont obtenu des prêts bancaires individuels. Ça, on l'a eu, sans difficulté particulière, je dirais, autre que bancaire. C'est-à-dire que les banques vous prêtent quand même si elles pensent qu'il y a de bonnes chances que vous les remboursiez, même si vous avez un accident électoral. Stratégiquement, si j'ose dire, ou tactiquement, je ne sais pas quel mot il faut employer, vous n'avez pas l'impression que c'est quand même un risque très très lourd de s'engager à la fois dans 1300 cantonales et dans 400 municipales, alors que c'est généralement dans ces élections que les mouvements hors establishment, merci Victoria, réussissent le moins bien. Oui, mais alors si vous voulez, je crois quand même que c'est là paradoxalement, je pense plutôt municipal, que vous pouvez contourner le mieux le système médiatique et la structuration médiatique. Je prends un exemple. Une élection européenne, c'est une élection nationale, elle est faite dans les médias, elle est structurée dans les médias. Je ne dis pas que c'est les médias qui votent, mais elle est structurée dans les médias, elle est structurée par les sondages. Une élection locale, c'est beaucoup moins vrai, sauf dans les très grandes villes, si vous voulez. Il est évident que l'élection parisienne, elle est structurée par les médias. Parce que, de toute façon, vous avez 1 million d'électeurs, vous avez beau faire du travail, il y a quand même peu de chances que vous les voyez tous. Bon. Donc, une élection comme celle de Paris est structurée par les médias. Par contre, dès qu'on est dans des villes de 10 000, de 20 000, de 30 000, de 50 000, et même de 100 000 habitants, il y a la possibilité d'avoir le contact direct. Et que par conséquent, je prends une ville comme ça, au hasard. Bon. À Nîmes, une ville doit faire à peu près 100 000 habitants. Eh bien, les électeurs, beaucoup, connaissent notre candidate, Elisabeth Pascal. Alors, je signale aux écouteurs du CSA que comme Nîmes n'est pas entendu par voie hertzienne Radio Courtoisie n'est pas entendu à Nîmes, on peut y aller, là. Ça peut pas être considéré comme... notre candidate, Elisabeth Pascal, et les gens la connaissent, la voient, et c'est beaucoup plus difficile de diaboliser une personne qu'on connaît que des gens qu'on ne voit pas ou qu'on ne voit qu'à travers le prisme des images médiatiques. Oui, c'est un peu difficile dans le cas d'Elisabeth Pascal de la présenter comme la bête immonde. Alors, je vous cite Elisabeth Pascal. Oui, mais c'est le cas, c'est aussi le cas de Simon Pierry à Marianne, ou c'est le cas de Catherine Maigret à Vitrolles. Bon, je veux dire, ce que les médias peuvent dire sur les chances ou ce qui se passe à Vitrolles, n'ont pas grande importance à Vitrolles. Parce qu'à Vitrolles, les gens, ils jugent par eux-mêmes. Ils voient, bien sûr. Et quand ils voient Catherine Maigret qui frappe à leur porte, qui les écoute, qui essaye de régler leurs problèmes, c'est plus important que ce qu'on peut dire, même aux 20h, si vous voulez. Donc, de ce point de vue-là, c'était important d'aller au municipal. Alors, nous avons fait les cantonales en même temps, c'est pas tout à fait dans les mêmes endroits. C'est sûr que c'est difficile, mais je crois qu'on ne pouvait pas ne pas occuper l'ensemble de l'espace électoral possible. En tout cas, je crois vraiment que pour nous, les municipales, c'est une étape très importante dans l'enracinement territorial, et nous attendons ces élections avec confiance. Alors, à propos de la difficulté de ces élections-là, de ces élections municipales-là de 2001, le Front National a annoncé qu'il ne présenterait pas de liste à Dreux parce que c'était le terrorisme médiatique et le caractère de république bananière dans tous les sens du terme de la région faisait que
les gens ne voulaient pas se présenter parce qu'ils avaient peur, tout simplement. Et or, vous présentez une liste. Alors, comment ça s'est fait? Si vous voulez, nous, à Dreux, au départ, on considérait, nous, on a voulu éviter dans les rapports avec le Front National, nous ne voulons pas nous tromper d'adversaires. Par conséquent, nos adversaires, c'est la gauche, nos adversaires, c'est la droite molle. Ce n'est pas nos anciens amis. Bon, par conséquent, on avait tendance à considérer qu'à Dreux, c'était à eux de jouer. Bien. D'ailleurs, nous n'avons pas présenté de candidat contre à Noyon, contre le conseiller général de Noyon, M. Descaves. Nous n'avons pas présenté de candidat. Il vous en veut d'ailleurs, semble-t-il. Apparemment, il nous en veut. Au Canisy contre M. Larachinel, et nous étions prêts à ne pas présenter de candidat au cantonal, contre Mme Stirbois à Dreux. Il se trouve que Mme Stirbois a abandonné son canton, puisqu'elle vit maintenant à Cannes, et qu'elle est candidate. Moi, si j'avais le choix, je vivrais à Cannes aussi. Aller au soleil, après tout, pourquoi pas. Donc, Dreux, elle a donc libéré son canton. Mais nous pensions que quand même, le Front National ferait une liste à Dreux. Bon, quand on a vu qu'il peinait à la faire, nous avons nous-mêmes entrepris d'en constituer une, et nous avons proposé d'ailleurs l'union à l'un des candidats du Front National à Dreux, qui était susceptible d'écouter ce propos, M. Dautrem. Bon. Cette union ayant été refusée, alors nous avons décidé quand même de faire une liste, parce que je crois que ça aurait été extrêmement grave que Dreux, symboliquement, d'où est parti la Reconquista, oui, en quelque sorte le redémarrage du courant national, eh bien, il n'y ait pas de liste. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que médiatiquement, il y a eu un premier traitement, il n'y a pas de liste Front National à Dreux. Et ça devenait l'événement majeur de l'élection municipale, le symbole de l'échec de la droite nationale. Et puis ça n'a pas duré, parce que 24 heures après, on a dit attention, il y a une liste MNR. Et à partir de ce moment-là, Dreux est un petit peu sorti des sujets médiatiques. Ce n'est plus un sujet médiatique, parce que dire il n'y a pas de liste du Front National à Dreux, ça c'était un événement qui intéressait les médias. Mais il y a le MNR qui a relevé le gant en quelque sorte, qui a repris le flambeau, il faut bien le dire. Eh bien à ce moment-là, on en parle moins. Ça, je crois que vraiment nous avons fait notre devoir dans cette affaire, parce que sinon, ça aurait été désastreux pour l'ensemble de la famille nationale. Et je dois dire que notre responsable départemental, Denis Daude, et notre tête de liste à Dreux, Fabrice Crépin, ont fait là un très beau boulot, à la fois dans l'intérêt du MNR, mais je crois au-delà, dans l'intérêt général de la famille nationale. Mais tout honte bu, moi je l'ai entendu annoncer à la radio qu'il n'y avait pas de candidat Front National, mais on n'a pas du tout parlé du MNR, et je l'ai même lu dans Présent ce matin. Oui, alors ça c'est puis j'ai une autre question à propos de Présent. Le problème de Présent, c'est que Présent travaille avec l'AFP, il y a donc toujours un petit décalage. Je pense, j'ai appelé ce matin Alain Sanders, et je crois que Présent annoncera demain qu'il y a une liste du MNR à Dreux. Je crois que certaines radios l'ont dit aussi, mais la tendance c'est plutôt d'annoncer le soir à 18h qu'il n'y a pas de liste Front National, et le matin à 6h qu'il y a une liste MNR. Ce qui est une manière de traiter l'information comme une autre. Vous évoquiez à l'instant la tentative que vous aviez opérée de faire liste commune, enfin de faire une liste d'union à Dreux, et qui a échoué. Mais il y a quand même des listes d'union qui vont exister malgré tout. Alors on sait que Le Pen est catégoriquement contre qu'il a fait savoir aux gens qui participaient à des listes d'union qui seraient exclus. Est-ce que vous avez la même position? Ah non, pas du tout. Nous quand il y a un certain nombre de nos cadres, nos candidats qui nous ont fait part de cette démarche, on les a tout à fait encouragés. Bon, il y a deux cas, je crois, assez emblématiques. Il y a le cas de Viroflay, où le numéro 1 est un conseiller municipal MNR et le numéro 2 un conseiller municipal Front National. Et il y a le cas d'Aubernais. Nous avons tout à fait
tout à fait encouragé cela, et nous avons conseillé à nos amis de faire les choses de manière acceptable pour leurs partenaires, parce que encore une fois, nous souhaitons réunir, nous souhaitons rassembler. Oui, j'avais justement... Il y a beaucoup de gens en fait qui pensent comme nous et qui ne votent pas toujours pour nous. Donc le problème, c'est de les rassembler. C'est pas de se diviser de manière groupusculaire ou de se faire des guéguerres picrocolines. Ça n'a vraiment pas d'intérêt. J'ai un message d'une auditrice qui dit « J'ai lu dans Présent d'aujourd'hui que les instances parisiennes du Front et du MNR menacent d'exclusion les candidats de la liste d'alliance pour les municipales d'Aubernais. » Du Front, ça ne m'étonne pas, mais est-ce vrai pour le MNR ? Alors, je rassure tout à fait cette dame. C'est une dépêche AFP Alsace qui a dit cela, c'est tout à fait inexact. Bien entendu, Monsieur Aguerre, la tête de liste d'Aubernais, ne sera pas exclu du MNR, et pour tout vous dire, je l'ai même eu aujourd'hui 2 fois au téléphone, non pas du tout pour le menacer des foudres de l'exclusion, mais pour l'aider à régler 2 petits problèmes de campagne qu'il avait, problèmes d'ailleurs purement matériels de bulletins de vote et de profession de foi, et donc pas du tout. Monsieur Aguerre a très bien agi, et nous l'encourageons tout à fait. Il va souffrir, Monsieur Aguerre, parce que il se trouve que il travaille comme agent de sécurité au Parlement européen, et que généralement, quand il voit certains députés entrer, il se fait traiter de félon. Voilà. Voire de hauts fonctionnaires. Voilà, je ne sais pas. Mais enfin, nous encourageons cela. Nous l'avons encouragé partout. Nous l'avons aussi encouragé à Château-Thierry. Nous l'avons encouragé partout. Nous avons trouvé des gens qui étaient prêts à le faire, bien sûr. Alors, pour s'entendre, il faut être 2 quand même. Je crois qu'on a au téléphone, je suis sûr, Franck me fait signe qu'on a au téléphone Gabriel Malassagne. Oui, bonjour. Bonsoir, comment allez-vous ? Très bien. Alors vous êtes 2e de liste à Viroflay. Voilà. Et vous entrez dans le cas que j'évoquais à l'instant avec Jean-Yves Le Gallou, d'une liste qui rassemble des militants des 2 mouvements. Voilà, exactement. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous engager dans cette tâche un petit peu difficile en ce moment, non ? J'ai envie de dire le bon sens qui a été partagé entre moi et mon tête de liste, qui étions les 2 conseillers municipaux depuis 6 ans. On avait été élus sur la liste droite nationale et populaire pour Viroflay, donc une liste soutenue par le Front National. Et alors, entre-temps, il y a eu la scission du Front National, mais tous les 2 conseillers municipaux, on a trouvé que c'était très important que la droite nationale comme telle soit représentée à Viroflay. Parce que lors de la scission, vous avez pris des voix divergentes. Voilà, alors lui, il a pris la tendance MN. Alors ensuite, quand ça a été MNR, évidemment, n'étant pas républicain, il n'a pas poursuivi son adhésion. Moi, j'ai pris la voie et je suis adhérente du Front National. Donc. Et vous êtes restée républicaine ? Pardon ? Vous êtes restée républicaine ? Ah, de toute façon, non, pas non du tout. Non, de toute façon, on est tous royalistes dans le fond. Bon, c'est très bien. Mais il n'y a que Le Gallou qui n'est pas royaliste pour l'instant, mais je vais... Personne n'est parfait. Nobody's perfect. Voilà. Mais de toute façon, ça n'a absolument rien changé à notre travail municipal. Tout s'est bien passé, et donc ça aurait été vraiment insensé de rompre ce qui était justement une union. D'où notre souhait de continuer. Et c'est vrai qu'on a été rejoint dans ce souhait par... et soutenu par Guillaume Luit, qui anime la coordination, que j'avais reçu à cette antenne. Oui. Et c'est vrai qu'on est tellement... on a tellement la conscience de la nécessité de cette union à la base qu'on s'est dit pourquoi pas le faire nous à Viroflay. Et comment ça se passe dans la campagne, c'est-à-dire dans la rue, quand vous voyez des gens que vous leur est-ce qu'ils vous manifestent plutôt de la sympathie pour votre initiative ou de la réticence? Quelle est l'ambiance générale? Bon, alors il y a quand même deux sortes de gens. Il y a les gens qui sont sympathisants et qui ont été à 90% tout à fait partants sur notre initiative. Donc là, j'ai vraiment, j'allais dire, c'est quand même un appel pour nos chefs de file qui se rendent compte que la base ne va pas les suivre s'ils continuent à s'opposer aux unions. Et bon, il y a quand même une autre catégorie de gens, c'est les gens qui ne sont pas les sympathisants de la droite nationale. Et une bonne partie ont tendance à dire ah bon, parce que c'est vrai que le Front National s'est coupé en deux. Oui, mais alors c'est lequel le mouvement national, c'est lequel le Front National? Enfin bon, pour dire que la scission n'est pas tout à fait réalisée dans les têtes. Oui.
Enfin, en tout cas, nous, vraiment, on a eu l'impression que l'écho était très très positif de la base. Je sais pas si, je sais que Jean-Yves Légalou évoquait des cas où c'est vrai que ce sont ils ont proposé à des personnes de faire une liste d'union et les personnes du Front National ont dit non. Mais moi je regrette que les têtes de file, les responsables locaux, écoutent des directives nationales quand ils doivent être à même d'apprécier que localement la situation exige une union. C'est-à-dire... Et localement à Viroflay, parce que Viroflay c'est un joli nom de village de la région parisienne. Exactement, un petit village des Yvelines de 15 000 habitants, avec une situation politique où on se heurte à une droite courbe qui, chose ironique, vient d'entrer en scission pour une sombre affaire d'héritage, parce que le maire actuel a eu horreur. La bonne idée de nommer un dauphin bafouant tous les principes de la démocratie. Ça devrait pas vous gêner, ça, qu'un maire nomme un dauphin quand même, non ? Mais justement, ça me gêne pas du tout qu'on bafoue les principes de la démocratie. Je pensais que vous l'aviez compris. Mais en attendant, c'est donc ça, j'ai eu parfaitement compris, oui, mais je voulais souligner le caractère paradoxal de toute cette histoire. Exactement. C'est qu'au moment où la droite nationale se réunit à Viroflay, c'est la droite courbe qui se désunit. Alors la gauche plurielle, socialo-communiste, elle fait bloc, c'est bon. Oui, ça m'étonne pas d'ailleurs, c'est assez cohérent avec l'ensemble. Mais c'est sûr que c'est un terrain favorable. On joue de cette situation, finalement. Eh bien, écoutez, je vous souhaite, je souhaite de voir réaliser vos ambitions. Et en tout cas, à titre personnel, je vous félicite d'avoir fait ce que vous avez fait, parce que c'est très exactement ce que je réclame depuis avant même la rupture, en disant d'abord ne faites pas les imbéciles. D'ailleurs, ce pluriel me paraît abusif. J'aurais plutôt envie de dire ne fais pas l'imbécile. Et ça, j'ai pas été entendu. Et après, j'aurais eu envie de dire arrête de faire le con. Et j'ai pas été entendu non plus. Donc, j'espère que... Moi, je vais vous suggérer aux prochaines élections présidentielles une entente entre le MNR et le Front National, et présenter un candidat indépendant qui serait vous, par exemple. Oui, c'est ça, sûrement. Non, au présidentiel, je voterai pour Adeline. Il va certainement se présenter. Il se présente aussi au présidentiel. Il va se présenter partout. Mais personne n'aura les 500 signatures. Merci en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Gabrielle Malassagne, vous êtes, je rappelle, candidate d'union de la droite nationale à Viroflay. Votre liste s'appelle comment ? Union de la droite nationale et populaire pour Viroflay. Écoutez, on peut pas être plus clair. Voilà. Merci beaucoup. Merci de votre accueil et joyeux carême. Merci. Au revoir. Au revoir. Jean-Yves, un commentaire ? Non, moi je crois que c'est exactement ce que cette candidate a dit. C'est une démarche de bon sens. Moi, je suis quand même très triste quand je vois dans certaines villes où on est arrivé en situation de pâte, où il y avait deux demi-listes qui auraient pu faire une liste entière et qui n'ont pas pu se constituer. Ça, c'est tout à fait triste. Alors que dans certains cas, des efforts ont été faits pour constituer des listes, notamment du Front National, là où nous avions déjà une liste. Ça aurait été plus intelligent d'avoir plutôt des listes. C'était relativement entre nous. C'était très facile de s'entendre pour les municipales. Ah, ça c'est clair. Je vais vous dire une chose. Il y a 800 villes de plus de 10 000 habitants. 800 villes de plus de 10 000 habitants. Eh bien, on aurait parfaitement pu s'entendre. Ici c'est toi, ici c'est nous, voilà. Et je vais vous dire, c'était très simple. Il suffisait que je passe deux demi-journées, peut-être même une seule demi-journée, allez, mettons 2 demi-journées, avec monsieur Gollnisch ou avec monsieur Lang, et l'affaire était réglée. L'affaire était réglée, allez, dans 90% des cas. Bon, simplement, moi, il n'y a pas de problème, je pouvais passer la demi-journée ou les demi-journées avec monsieur Lang et monsieur Gollnisch. J'avais l'aval pour le faire. Jamais monsieur Lang et monsieur Gollnisch n'ont eu l'ombre du soupçon de cette autorisation. Et donc, par conséquent, on a cette situation où, dans certaines villes, c'est eux, dans d'autres villes, c'est nous. Ça, c'est pas trop grave. Et puis, il y a un certain nombre d'endroits où il y a 2 listes, ce qui est franchement pas forcément ce qu'il y avait de mieux à faire. Mais voilà, encore une fois, pour s'entendre, il faut être 2.
Et nous avons fait vraiment beaucoup d'efforts. Je crois que c'est clair. Dans mon esprit, c'est parfaitement clair. Je veux dire, l'exemple type, on présente personne Orange, on soutient Bompard. Et de même, en réciproque, Monsieur Le Pen est descendu lui-même à Marignane pour constituer une liste contre Daniel Simon-Pierry. Bon. Nous sommes les seuls d'ailleurs. Oui, elle est constituée. Oui, à Vitrolles, ils n'y sont pas parvenus, mais à Marignane, ils y sont parvenus. Bon. Ce qui est tout à fait. Ce qui est dommage parce que la situation était telle que Simon-Pierry avait des chances d'être élu au premier tour. Oui, absolument. Voilà, ça va l'empêcher de ça. Nous sommes les seuls, quand même, j'attire l'attention là-dessus, à soutenir les 4 maires élus en 95 et 97. À la fois ceux qui sont venus avec nous à Marignane, Catherine Maigret et Daniel Simon-Pierry, mais aussi Jean-Marie Le Chevalier et Jacques Bompard. C'est une démarche. Et de même, là où le Front National a des chances sérieuses de faire de bons résultats, nous n'avons pas présenté de candidats contre lui. Nous n'avons pas cherché à présenter des candidats à Bolène ou à Saint-Gilles, ou encore quelques autres villes, l'endroit où il y a le clair de lune, là, Maubeuge, voilà. Il y a un certain nombre d'endroits où nous n'avons pas cherché à les empêcher de pouvoir faire de bons scores. La réciproque n'est malheureusement pas toujours exacte. Alors j'ai un message du professeur Shakti. Vous ne connaissez pas le professeur Shakti, qui est une des grandes figures de la... comment dirais-je, de la communauté nationale, mais il sert d'interface avec une autre communauté nationale qui est la communauté tamoul. Il pratique couramment les langues de ces endroits-là. Et alors il nous dit, avec son inimitable accent, donc que je n'essaierai pas d'imiter, quelle belle émission si vos interlocuteurs sont favorables au rétablissement du roi. Vous voyez quand même que... alors, lui, il dit pour la France et pour le roi, je reste avec Jean-Marie, votre ami professeur Shakti, et il termine, l'ennemi est à gauche, et... Alors là, j'ai dû... oui, c'est très drôle. L'ennemi est à gauche et les filles gauchistes sont laides. Ce qui est effectivement une bonne raison de voter à droite. Ben oui, mais si vous voulez, alors là, on est dans un... Je crois qu'effectivement, en politique, l'acte essentiel, c'est de dire qui est l'ennemi, qui est l'adversaire principal. À partir du moment où c'est la gauche, eh bien, ça implique de faire passer au second plan la guerre entre amis. Bien sûr. Voilà. Alors, on va donner peut-être la parole pour 10 minutes aux auditeurs, parce que je voudrais quand même recevoir notre invité suivant. Je réponds tout de suite à un message qui m'est adressé. Personnellement, je me fais injurier. C'est bien. Parce que je suis très c'est content. faux qu'il soit question d'exclusion à Aubernais de part et d'autre. Ben oui. J'ai présent de ce matin sous les yeux que Victoria arrête de dire des bêtises. Il n'y a pas de bêtises. D'abord, moi, j'ai lu un message. C'est pas moi, mais moi, il me semble bien que j'ai lu ça dans Présent ce matin. Oui. Monsieur Le Gallou aussi. Oui. Alors, mais il y aura, je crois, une rectificative. La mise au point est faite. Voilà. La mise au point sera faite, oui. Serge de Becquet, je peux parfaitement parler avec Monsieur Le Gallou d'élections municipales, car ce soir, sur LCI, Monsieur Séguin est invité. Et de quoi Monsieur Séguin va-t-il parler? Sûrement de la campagne à Paris. Oui, mais vous comprenez très bien, chers auditeurs, que LCI et Radio Courtoisie, pour des raisons qui m'échappent, c'est pas tout à fait la même chose. Vous voyez. Non. On imagine assez mal le CSA prenant une décision d'interdiction ou de non-reconduction d'LCI. Voilà. Donc, Bien qu'il n'ait pas invité Monsieur... Bien qu'il n'ait pas invité Monsieur Le Gallou. Et pourtant, je leur ai demandé. Bah oui, bien sûr. Alors, Monsieur Le Gallou, est-il légal que vous ne soyez jamais invité à la télé ou à la radio? Bah écoutez, on a écrit quelques courriers au CSA qui nous a répondu qu'en ce qui concerne les élections municipales, la règle légale, ça c'est vrai, c'était pas la règle d'égalité, mais c'était la règle d'équité. Et l'équité, ma foi, c'est joli ça. C'est joli, hein. C'est pas l'égalité. Alors malgré tout, ils sont intervenus, faut être juste, pour rappeler à un certain nombre de médias audiovisuels qu'ils ne devaient pas oublier de nous citer.
Et donc, il arrive qu'il nous suive quand même, et même qu'il réalise ce qu'on appelle des sujets. Oui. Bon, le sujet consiste à vous suivre pendant 1 heure avec une caméra. Et à passer 2 minutes. Pour passer 1 minute, il y a aussi voire 30 secondes. Mais enfin, bon, qu'est-ce que vous voulez il y a aussi le truc qui consiste à citer en disant... En quelque sorte, il nous invite, vous savez... à récupérer les miettes du festin médiatique, mais c'est vraiment les miettes. Puis il y a aussi la technique consiste à dire, vous avez dans cette élection, vous avez les partis démocratiques, la Ligue communiste révolutionnaire, le Parti communiste, Arlette Laguillet, Krivine, les Verts, les socialistes, le RPR, l'UDF, et puis vous avez les horribles, puis vous avez des partis d'extrême droite fascistes totalitaires, le MNR et le Front National. Là, ils font un peu moins, ils sont plutôt dans la phase de silence que dans la phase de diabolisation. Il faut toujours prendre les bons côtés des choses. On ne veut pas avoir les deux inconvénients en même temps. Voilà. Ce qu'on aimerait à un moment, c'est avoir les deux avantages. Pas de silence et pas de diabolisation. Mais ça, le beurre et l'argent du beurre. Oui, ça. Par exemple, M. El Kabbach a reçu Jean-Marie Le Pen. Je pense qu'il l'a reçu pour le plaisir de lui dire « Monsieur Le Pen, assez de rodomontade, c'est fini pour vous. La France est délepénisée. » Et vraiment, il était heureux en disant ça. Alors, autre message d'auditeur, face au boycott médiatique infernal, allez-vous tenter un recours en justice? Et nous, électeurs, que pouvons-nous faire? Donnez-nous l'adresse. Voter. Déjà. Voilà. Et donnez-nous l'adresse de votre site internet. Ah oui, très bien. Alors, c'est m-n-r.com. Oh, ça va trop vite. m-n-r.com. Oui. Ça, c'est le site internet du MNR. Et alors, s'ils veulent aller directement sur Paris, ils rajoutent / le Galou, mais enfin, ça suffit, mnr.com. Voilà, m-n-r.com. Voilà. Et c'est un site, je précise, qui est fait évidemment avec des moyens modestes, mais qui est à jour tous les jours, si j'ose dire. Ça, c'est formidable déjà. C'est-à-dire que, par exemple, tous nos communiqués y figurent. Donc, bon, des fois, je sais que certains électeurs ou certains amis pestent contre... Qu'est-ce qui s'occupe de ça? C'est Tingo, non? Non, il s'occupe du site de Paris. Non, c'est un garçon qui s'appelle Laurent, qui met ça à jour très régulièrement. Et alors, ça, c'est bien parce que des fois, on nous dit, mais vous avez rien fait là-dessus. Bah, en général, on a fait un certain nombre d'actions. Au minimum, on a fait des communiqués. Et même, qui sont d'ailleurs souvent repris par l'AFP, mais bon, si on n'accède pas à l'AFP, on ne sait pas. Mais là, on a au moins sur le site, on sait ce qu'on dit, on sait ce qu'on fait. Voilà. Et ça, je crois que c'est un moyen formidable pour contourner, en tout cas pour le moment, le système médiatique. C'est un moyen de liberté qu'il faut tout à fait utiliser. Et c'est un moyen qui est plus utile pour les minoritaires que les majoritaires. Puisque le majoritaire, il suffit qu'il tourne son bouton de télévision ou de radio et il entend le discours convenu. Le minoritaire, il ne peut y accéder très souvent que par le moyen Internet que je recommande. Et voilà, l'adresse, c'est... Très bien. Alors, que la culture soit subventionnée, c'est une chose, mais que dans les médias payés par le contribuable, on n'entende ni Le Pen ni Maigret, c'est un vol manifeste. Oui, écoutez, il faut pas payer la redevance, voilà. Oh mais non, c'est pas possible. Appel à la grève de l'impôt, ça c'est directement en prison. Monsieur le haut fonctionnaire. Ce matin, sur France Inter, dans une émission où l'on filtre les questions des auditeurs, il a été fait état par un auditeur de la collusion qui existe entre la droite classique et l'extrême droite. Que c'est vilain. Vous savez quand même qu'il y a un certain nombre d'endroits. Ça, c'était... Vous me permettez de... Oui, répondez, bien sûr. Il y a tout de même un certain nombre d'endroits où nous participons à des listes de large union à droite. Je prends l'exemple de Gardanne, où il y a une liste conduite par M. Poussel, qui a longtemps été au CNI, qui a participé à notre convention à Versailles, et où il y a des gens du RPR, de l'UDF, de démocratie libérale. Donc c'est une liste unique à droite, contre le sortant communiste. Il y a aussi d'autres cas intéressants où il n'y a que 2 listes en piste, la liste de gauche et la liste du MNR. Ça c'est le cas. Alors, c'est le cas dans une bonne dizaine de C'est-à-dire villes. que si vous n'étiez pas là, y compris des villes relativement importantes comme Vernouillet à côté de Dreux, ou comme Pierrefitte à côté de Saint-Denis. Où notre secrétaire général Franck Timmermans et Sol
Sol, alors là, c'est pas tellement parce que la droite a fait alliance avec nous, c'est qu'elle a été incapable de faire une liste. Et Sol, face à 2 listes de gauche, la liste d'extrême gauche et la liste communiste. Et alors c'est assez drôle parce que il a de la moelle quand même. Il n'est pas venu hier à notre meeting parisien parce que il devait consoler la section RPR UDF du coin qui n'avait pas de candidat au municipal. Voilà la collusion. Qui se demandait ce qu'ils allaient faire. Donc voilà, il y a quand même des cas où à la base. Je crois qu'il faut dire, à la base, bon, faut bien dire qu'à la base, les gens du RPA, de l'UDF sont pas très différents de nous. Ils pensent beaucoup de choses en commun. Ils n'ont pas toujours le courage de l'assumer. Mais à la base, il peut y avoir un certain nombre de choses. Et dans ces élections municipales, nous avons beaucoup de listes. Encore une fois, nous sommes présents dans 396 communes. Mais dans une quarantaine de cas, nous sommes en alliance avec d'autres. Et ça, je crois que c'est tout de même une démarche intéressante. Au municipal, c'est une démarche intelligente et intéressante. C'est un moyen de faire avancer ces idées. Quand j'écoute M. Le Gallou relater contre son candidat, la voie de fait contre son candidat, à Poissy, j'ai l'impression qu'il y a, après le délit de sale gueule, le délit de sale parti politique. Pour la classe dirigeante, il ne faut surtout pas être nationaliste. Les autorités de Poissy devraient être inculpées au titre de la loi Guessot. Dans la poursuite qui a été préparée contre ces autorités par Maître Delcroix, il est visé effectivement à des articles de la loi. Je ne sais pas si c'est la loi Guessot, mais c'est assez voisin qui interdit les discriminations politiques. Enfin, les poursuites sont dirigées. Enfin, la plainte est déposée sur la base d'un certain nombre d'articles du code pénal et du code électoral, dont un qui vise ce type de discrimination, effectivement. Alors, à la suite de ce qui s'est passé à Poissy, le candidat pourra-t-il, oui ou non, se présenter dimanche ? Ah, tout à fait. Et que les électeurs de Poissy soient rassurés, ils pourront voter pour la liste MNR. Poissy Sécurité, moins d'immigration de M. Mosnier. Alors, c'est exactement le cas aussi pour la liste MNR de Gaillon, tête de liste maître M. Chauvelin, qui a donc retiré sa liste, lui. Ah. À suivre. Ah, ça, alors ça, La mère de Lionel Jospin, octogénaire bien mûr, est sur les listes de la Selle Saint-Cloud dans les Yvelines, a-t-on annoncé hier soir à la radio. Il y a octogénaire et octogénaire. Peut-être voir si on lui a pas extorqué. Oui. Mais elle n'est pas sur une liste MNR, j'espère. Heureusement pour elle. Non, il ne doit pas y avoir de liste MNR à Selle Saint-Cloud, donc on échappe au pire. Après la chute du mur de Berlin, le goulag est passé à l'ouest. Mais, pareil, ça c'est une auditrice qui dit ça, mais un auditeur dit « La camisole médiatique est quand même plus douce que le goulag, mais elle est certainement plus efficace. » C'est vrai. Les adversaires des mouvements nationaux, que ce soit les gens de gauche ou de la fausse droite, peuvent maintenant s'en donner à cœur joie contre les 10 mouvements nationaux, puisque maintenant ceux-ci ne peuvent plus espérer parvenir à un bon résultat, où que ce soit, et c'est bien triste. Ah, ça, je suis pas d'accord du tout, là, si vous me permettez, parce que et c'est ça, j'invite cet auditeur à suivre la télévision dimanche soir, et aussi le 18 mars, et il verra qu'il y a énormément de villes où il y aura bien sûr des scores à 2 chiffres, beaucoup de villes où il y aura des scores au-dessus de 20%, et quand même un nombre tout à fait sérieux de villes où il y aura des scores au-delà de 30%. Et donc je crois que faut pas du tout croire cela, parce que c'est une série de batailles locales, et vous verrez, même en Île-de-France, il y aura des listes qui dépasseront les 30%. Alors, Monsieur de Becquetch, aux dernières nouvelles, le général gallois soutiendrait Georges Sarr à Paris pour les élections. C'est ce que dit du moins Emmanuel Ratier. Est-ce vrai ? Si oui, décidément, Rome n'est plus dans Rome. Pas de commentaire. Je rappelle que la radio du Grand Capital, Radio BFM, avait appelé l'année dernière à aller à la fête de lutte ouvrière. Toujours la même alliance objective entre le fric et l'international rouge. Excellente nouvelle pour les résistances. Il y a un livre, La France aux ordres d'un cadavre,
son auteur vient d'être décoré de la Légion d'honneur. Que Serge de Beketch continue à dire. Maurice Druon. Ami de la Résistance, bonsoir, il aura la Légion d'honneur. Non, je veux pas. Tant que Mascias et Laura, moi j'en veux pas. Je vais vous la garder, votre Légion d'honneur. Je suis à Villejuif. Y a-t-il des candidats MNR ou FN? Je n'ai reçu des listes de la mairie. Aucune ne mentionne ces deux formations. Non, alors au municipal, non. Au cantonal, oui, je pense, oui. Mais au municipal, je ne crois pas. Je suis tchèque. J'en suis désolé. Je suis tchèque. J'ai fui. Vous êtes tchèque. Mais non, pas moi, c'est là. Mais moi, je dis rien à mon compte. Je lis les messages. Je croyais que vous étiez brutal. Et là, je ne sais pas si c'est un auditeur. Je suis tchèque. J'ai fui le régime communiste il y a 30 ans pour venir en France. L'ennemi était clairement désigné. Ce qui se passe aujourd'hui en France est pire, car sous le couvert de la liberté de parole tout se passe sous le couvert de la liberté de parole et de la démocratie. Dans l'ensemble, des gens qui ne sont pas d'accord avec nous disent que le MNR est pire que le Front National. Il doit être plus fasciste. Je ne sais pas si c'est un compliment. C'est une auditrice qui dit ça parce qu'elle est militante MNR, elle a dit. Donc elle se fait renvoyer dans ses buts. On lui dit que c'est pire le MNR que le Front National. Je pense que les gens qui disent ça pensent qu'il y a davantage de volonté de mettre en œuvre les idées et le programme chez nous peut-être. Et c'est peut-être ce qui explique ça. Oui. Mais il y a des gens, quand ils disent pire, ça veut dire meilleur aussi. Oui, absolument. Je crois parce que oui, un adversaire, c'est assez logique. Tiens, ça c'est pour Monsieur de Beketch. À Nîmes, on entend Radio Courtoisie. Oui, j'ai dit par voie hertzienne. Non. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Mais j'ai dit très clairement. Alors il faut voter Elisabeth Pascal. Alors, j'ai dit très clairement par voie hertzienne. Ça n'a rien à voir. Évidemment, on entend par TPS et par Internet. Par Internet. TV-radio, c'est ça? Ah oui, c'est là, tv-radio.com. C'est formidable, on nous entend aux États-Unis, au Japon, en Australie, c'est incroyable. Je suis admiratif. C'est nous les meilleurs. Alors, à Toulon, nous dit un auditeur, les enfants du maire Le Chevalier ont été refusés des écoles catholiques sous prétexte que les idées prônées par leur père étaient contraires aux principes religieux. Ou que c'est vilain. Dans un récent livre qu'elle a écrit, Violence urbaine, des vérités qui dérangent. Les filles, le Chevalier. Oui. Deux petites filles blondes, deux petites fillettes blondes adorables, je les avais surnommées les chips. Elles étaient blondes comme des chips. Et j'imagine le directeur de l'école religieuse qui les avait refusées parce que leur père incarnait la bête immonde. C'est comme crétin, celui-là, c'est vraiment un champion du monde. Hein. C'est un conformiste. Dans un livre récent qu'elle a écrit, disais-je, Violence urbaine, des vérités qui dérangent, aux éditions Bayard, une commissaire des renseignements généraux explique qu'il y a un véritable déni de la part des politiques qui refusent d'entendre des vérités, mais que surtout dans les quartiers sensibles se développe un nationalisme de quartier. C'est du tribalisme. À propos de l'allusion faite à Solzhenitsyn et au fait que de ce qui se passait en France était pire que le stalinisme, je rappelle cette citation. La Révolution française s'est déroulée au nom d'un slogan intrinsèquement contradictoire et pervers, liberté, égalité, fraternité. La liberté détruit la liberté sociale, l'égalité restreint la liberté, et la fraternité n'est pas de leur famille. Toute révolution est une régression. Bravo. Alors, moi, je suis d'accord. Je ne sais pas ce qu'en pense le galop, mais moi, je suis absolument d'accord. Et il garde de Conrad le silence prudent. Non, mais qu'il y ait des contradictions entre l'égalité et la liberté, ça c'est certain. Voilà. Entre autres. Pour M. Le Gallou, l'illusion de parvenir au pouvoir par une bonne élection, sans avoir à travailler en profondeur, à reconquérir les esprits, à redresser l'histoire falsifiée, ne peut aboutir qu'à des échecs. On ne restaure pas un pays avec les principes qui le détruisent. C'est vouloir construire le toit de la maison sans consolider les fondations et les murs. Mais bon courage tout de même. Ça, c'est pour le Républicain. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de voie unique. Hein. Je ne prétends pas que la seule forme de combat utile, ce soit le combat électoral. Hein. Non, mais en plus, c'est une forme de combat que je crois utile, que je crois nécessaire, mais je ne prétends pas du tout que ce soit la seule. Et puis chacun son travail. C'est pas le travail d'un parti politique de restaurer de réparer les dégâts des esprits, enfin de redonner une culture enracinée. Ou non, ça c'est le travail des écrivains, des journalistes, enfin des intellectuels avec un Z.
des poètes, des artistes. Il faut pas tout mélanger. Il y a la gestion et c'est pas la même chose. La gestion politique et la recréation d'une âme dans notre pays. Et un parti politique doit pas avoir la prétention de régler. Sinon, là, on est dans le totalitarisme. Tous les volets de la société, car effectivement, dans ce cas-là, on est dans le totalitarisme. Et alors, conclusion, manière de conclusion. De toute façon, même si Le Pen ou Maigret avaient 100% des voix, ils ne pourraient pas accéder ou se maintenir au pouvoir. Cela dit, vous avez raison. Les chants désespérés sont les chants les plus beaux. Oui, ça fait longtemps qu'on entend ça. Alors la question précise, y a-t-il un candidat MNR sur trappe ? Qui ? Monsieur Le Gallou. Sur trappe au cantonal, certainement. Au municipal, non. Et puis, quel est le nom du candidat MNR dans le 18e arrondissement ? Ah, alors ça c'est plus facile. C'est monsieur Alain Vauzel, qui milite d'ailleurs dans le 18e arrondissement. Pas confondre avec Michel. Non, pas confondre avec Michel. C'est d'ailleurs juste une blague pour montrer les sondages. Il y avait eu un sondage au tout début de campagne sur le degré de notoriété des noms. Et monsieur Vauzel était ressorti avec un taux très, très élevé qui probablement venait à la fois du travail qu'il a fait sur le terrain, mais aussi de la confusion et de. Mais je suis sûr que je peux vous donner le nom de celui qui a gagné. Oui, sûrement. Ah, c'est pas très compliqué. Sûrement. Je vais pas le donner, tiens. Vous voulez que je le donne ? Oui. C'est Charles de Gaulle, forcement. Pour une fois qu'il gagne quelque chose. Il doit être lire son communiqué. En termes de. Moi, je voudrais lire des communiqués. En termes de notoriété, c'est quand même le plus fort. Ah bah oui, oui. Un aéroport et un porte-avions, c'est quand même des. Et une place. Le porte-avions. Et quelle place. Oui, non, là, ça c'est un élément de médiatisation important. Oui. Ben alors pas de communiqué, vous voulez pas là ? Ah bah je vous lisez ce que vous voulez, mais moi Moi, il y a un communiqué que je voudrais savoir s'il est vrai, parce que je peux pas arriver à y croire. Le Front National dénonce les rodomontades électorales de Le Gallou, haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur et directeur général du MNR. L'affaire des faux candidats... Vous êtes directeur général ? Oui, c'est nouveau, ça, sans doute. Ça vient de sortir, oui. L'affaire des faux candidats de la liste MNR de Poitiers, cas qui doit être loin d'être unique, met en évidence les moyens illégaux utilisés par les partisans de Maigret pour que leur petite grenouille s'efforce de ressembler à un bœuf. Non, c'est un faux grossier. C'est pas possible. C'est même pas écrit en français. Non, c'est-à-dire, j'aurais quand même de la peine à penser que le Front National hurle avec les loups contre nous et se félicite. Notamment mon Poitiers, vous me direz, c'est pas dans le ressort de Versailles, mais que de voir le Front National approuver les actions du parquet de Versailles, ce serait quand même trop drôle. Ils confondent Poitiers-Poissy, la grenouille et le bœuf. C'est un crétin qui a fait ça peut pas être un militant nationaliste, c'est impossible. Bon, bah, vous me rassurez beaucoup. Qui peut croire une chose pareille ? C'est d'ailleurs, là, ça mériterait qu'on s'y intéresse de près, parce que c'est pas légal de faire des faux communiqués comme ça. Hein ? C'est humiliant même, je trouve. Oh, Monsieur Le Gallou, vous êtes apparu quelques secondes au journal de François Île-de-France à 19h09 ce soir. C'est la gloire. Entre 19h09 minutes 47 secondes et 19h09 minutes 48 secondes. Celui qui nous le dit est un auditeur qui approuve le MNR, mais et qui pendant ce temps-là n'écoutait pas Radio Courtoisie tout de même. Hein. Ici, il regardait et en même temps il écoutait. Les auditeurs sont formidables. Mais, il nous dit qu'il approuve le MNR, mais que dans l'Est parisien, il votera Front National, car il est seul susceptible d'avoir un conseiller à la mairie de Paris. Dans l'Est parisien. Ça, c'est une blague. Mais c'est pas vrai. Non, ça c'est la propagande. Non, le début est très bien, mais le soir. Pour en finir. Il fera comme il voudra, mais. Le seul sortant, c'est dans le 17e arrondissement. Mais ça, si vous voulez, entre nous, il faut dire les choses comme elles sont. Si le Front National avait voulu avoir une chance d'avoir des élus au conseil municipal de Paris, il fallait qu'ils fassent l'entente avec le MNR, et c'était extrêmement simple. Il suffisait de se partager en quelque sorte les arrondissements et de ne pas se concurrencer partout. À partir du moment où ils n'ont pas voulu cela, qu'ils ont refusé cela, que je leur ai proposé, c'est un peu illusoire d'imaginer qu'ils vont pouvoir
avoir des résultats comme s'il y avait l'union. On peut pas avoir vouloir la division et rêver des résultats qu'on aurait s'il n'y avait pas la division. Donc c'est tout à fait illusoire comme propos. Jean-Yves Le Gallou, dans l'hypothèse où vous ne seriez, parce qu'il faut prévoir le pire, où vous ne seriez pas présent au deuxième tour dans tous les arrondissements de Paris. Oui. Vous voulez désespérer un candidat Non, j'ai dit dans l'hypothèse. Voilà, allez. Parce qu'il faut prévoir le pire toujours. Est-ce que vous avez déjà décidé si vous allez soutenir pour qui vous allez appeler à voter au deuxième? Écoutez, vous savez, comme eût pu le dire François Mitterrand, en politique, il faut sauter les haies les unes après les autres. Donc, il faut d'abord sauter la haie du premier tour avant de parler du deuxième tour. Donc, voilà ma première réponse. La deuxième réponse, on verra quelle sera la situation au soir du premier tour. Bon. Moi, je ne suis pas un partisan de la politique du pire. Ceci étant, si j'avais un conseil amical à donner aux gens du RPL, l'UDF, qui ont peur de perdre Paris, eh bien, ce conseil amical, ce serait de leur dire: débarrassez-vous de Seguin au plus vite. Oui, ça. Et après, on verra ce qu'il est possible de faire. Donc chaque chose en son temps. Vous voyez, j'ai déjà fait quand même 2 demi-réponses. Vous leur rendez des bons services. Mais je leur rends des services, des conseils d'amis. Quel dommage qu'il ne soit pas resté 4e sur sa liste. Oui, c'est sûr, oui. Une petite précision, Radio Courtoisie s'écoute sur TPS, mais c'est sur le canal radio numéro 64 de TPS. Il faut le dire, je l'ai dit. Il fallait le dire, bravo. Et pour M. de Beketch, il y a quelques mois, vous nous aviez annoncé que vous étiez conseiller municipal à Sannois. Oui, absolument. Ce soir, vous nous dites: je suis candidat à rien. Que se passe-t-il? C'est désolant, nous aimions bien l'avoir au conseil municipal de Sannois. Place aux jeunes. Place aux jeunes. Moi, j'arrive maintenant à un âge où il faut se retirer de la compétition électorale, parce que j'avais commencé en disant: je suis conseiller municipal, ensuite je deviendrai maire, puis sénateur, et puis président de la République. Bon. Mais finalement, 55 ans, j'arrête, quoi. C'est parce qu'après, je vais avoir 74 ou 75 ans au moment des élections présidentielles. C'est complètement ridicule de se présenter au présidentiel à 75 ans. Je préfère arrêter tout de suite. Voilà, c'est clair, ma réponse est bonne. Non, à vrai dire, c'est parce qu'il n'y a pas eu de liste. On m'a pas proposé curieusement de figurer sur la liste. Faut dire que qu'il y ait une liste à Sannois. Non, il y en a pas, c'est pour ça. Donc ça me rassure. Voilà. Et comme j'étais allé une fois au conseil municipal pendant toute la mandature, j'étais pas gênant. Nous sommes dans beaucoup d'endroits, mais hélas, nous ne sommes pas partout. Ça, c'est clair. Donc vous n'avez pas déserté en race campagne, c'est bien. Non, j'ai été abandonné par la liste. Voilà. Merci Jean-Yves Le Gallou. Merci. Et puis, merci Serge. On se reverra après les élections pour, si vous avez le temps à ce moment-là, parce que là quand même la gestion de Paris, ça va être un truc sérieux. Ça va être terrible, oui, absolument. Donc, voilà, je serai content de vous recevoir prochainement. Merci, à bientôt. Serge. Et puis un peu de musique bretonne pour. Non, c'est pas breton.